webconférence. Donc, le titre c'est « En savoir plus sur les apprentissages, les résultats récents de la recherche ». Alors voilà le sommaire. Il y a 5 parties. Une première partie sur les rappels, sur les grands principes de l'apprentissage. Donc en fait, je vais résumer de façon très rapide 6 webconférences précédentes que vous pourrez retrouver grâce au lien que je vous ai mis en dessous. Donc en fait, il y avait 2 webconférences sur les apprentissages, les principes de base, 2 webconférences sur comment tenir compte des émotions dans le cadre des apprentissages, et puis 2 webconférences sur les principes de l'ISES, International Society for Equitation Science, donc en relation très proche avec l'équitation. Alors tout d'abord quelques rappels, et en premier lieu quelques définitions, pour qu'on parle bien tous de la même chose. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un apprentissage? Bon, apprentissage de la part du cheval, bien sûr. Donc, c'est un nouveau comportement exprimé par l'animal après exposition à un stimulus, qu'on pourra aussi appeler signal, environnemental. Donc, bien sûr, l'homme fait partie de ces stimuli environnementaux, et qui sera reproduit quand l'animal sera à nouveau confronté à ce stimulus. Alors, d'une façon générale, les animaux modifient leur comportement de la façon qui leur est la plus favorable, d'où l'intérêt de mettre les chevaux dans un environnement le plus favorable possible pour les apprentissages. Alors ensuite, entraînement, dressage, enseignement, ça va donc être la mise en place, mise en œuvre de ces apprentissages par l'homme. Donc, ils sont destinés à supprimer les comportements indésirables et à favoriser les comportements souhaités, naturels ou nouveaux, avec l'application volontaire ou accidentelle de la théorie de l'apprentissage. C'est-à-dire que si on applique mal cette théorie, on pourra apprendre au cheval à réaliser des comportements indésirables. L'objectif est de conduire l'animal à faire un comportement suite à un signal, et ce comportement devrait être résistant à l'extinction. Ça veut dire qu'il doit persister dans le temps. Alors, la diapo ne passe pas. Au secours Sylvie, est-ce qu'il y a moyen de faire passer la diapo? Pourquoi ça passe pas? Ça y est, merci Sylvie. Donc, on continue dans les définitions. Donc, il existe 3 grands types d'apprentissage qui seront utilisés quelle que soit la méthode appliquée. Travail à pied, débourrage, voilà. Les principes sont les mêmes. Donc, on a un principe, ou 2 principes. Un principe dans le cadre des apprentissages non associatifs, donc c'est l'habituation ou la sensibilisation, ça c'est très semblable, mais les conditions de réalisation, le contexte ne sera pas forcément le même. Et puis dans les apprentissages associatifs, on a 2 principes, le conditionnement opérant et le conditionnement classique. Donc le conditionnement opérant, on l'appelle aussi skinnérien ou instrumental, il est basé sur les renforcements ou les punitions pour provoquer ou supprimer l'expression d'un comportement, et à savoir que ce comportement sera volontaire de la part du cheval. On distingue le renforcement positif, donc il y a apport de nourriture, par exemple, on apporte quelque chose au cheval. Renforcement négatif, on va supprimer quelque chose, donc négatif, ça n'a pas une connotation péjorative, ça veut juste dire qu'on va supprimer quelque chose, par exemple, on va céder, dans le cadre de la descente des aides. Et puis, donc les 2 types de punitions, la punition positive qui est la punition classique, par exemple le petit coup de stick, ou la punition négative, où on va retirer quelque chose que le cheval aime. Le 3e principe, c'est le conditionnement classique, encore appelé pavlovien. Donc là, on a ici référence donc au scientifique Pavlov, qui travaillait sur les chiens. Et en fait, dans ce cas-là, l'animal va créer une association entre 2 stimuli. Et cette association va être involontaire. C'est une association qui va se passer au niveau du cerveau du cheval. Si on associe différents types de conditionnement, le conditionnement opérant et le conditionnement classique, on aura ce qu'on appelle le renforcement secondaire, dont je vais vous parler tout à l'heure. Alors, toujours pour continuer, diapo suivante, Sylvie, merci, ça passe pas, voilà. Alors, quelques éléments de vocabulaire pour qu'on parle bien tous de la même chose.
Le cavalier va demander de faire quelque chose au cheval. Par exemple, sur la diapo en question, il s'agit de l'apprentissage du piaffe. Donc le signal, c'est ce que va demander le cavalier. Ça s'appelle également aide ou encore stimulus. Donc c'est la demande d'exécuter l'exercice. Ça va conduire, si tout se passe bien, à la réalisation du comportement par le cheval. Donc c'est la réponse du cheval ou le comportement réalisé par le cheval. Et dès que ce comportement est réalisé, il va y avoir renforcement. Donc dans un premier lieu, renforcement négatif. C'est donc la cession, la descente des aides. On lâche tout. Et éventuellement, si le cavalier souhaite utiliser du renforcement positif, il y aura renforcement positif. Donc là, en l'occurrence, distribution de nourriture. Diapo suivante. Donc, on rentre maintenant dans le dur du sujet et on va parler de renforcement secondaire. Donc là, en l'occurrence, de renforcement secondaire positif. Alors, quand on met en place un renforcement secondaire, il va y avoir 3 choses à faire successivement. Donc, je vais d'abord vous les présenter et puis après, je vous montrerai des vidéos. Donc, l'association que l'on va faire devant le cheval et qui va également se faire au niveau du cerveau du cheval, on va associer ce qu'on appelle un stimulus inconditionnel. Donc, c'est quelque chose qui va entraîner une réaction physiologique de la part de l'animal. Donc, il n'y a aucune condition, hein, c'est physiologique. Donc là, en l'occurrence, il s'agira de la nourriture. Donc, c'était le stimulus inconditionnel de Pavlov qui faisait saliver les chiens en leur faisant entendre une petite cloche. Donc là, on va associer ce stimulus inconditionnel donc, que le cheval aime, donc en principe de la nourriture, à un stimulus qui est au départ neutre, c'est-à-dire que ce stimulus n'évoque rien de particulier pour le cheval, et donc on pourra choisir différents types de stimulus. Donc ça pourra être un son, par exemple le clicker. Donc le clicker, c'est ce petit appareil que vous avez donc en bas de l'écran, voilà, que je vous montre ici, voilà. Et donc, ce clicker permet d'appliquer ce que l'on appelle le clicker training. Donc, il va délivrer un son. Je vais vous montrer une petite vidéo. Voilà. Voilà. Donc, en fait, c'est une petite lame qui se tend et se détend. Et donc, ça permet de délivrer un son donc, qui sera reconnu par le cheval. Donc, l'intérêt de ce son avec le ton, avec le clicker, c'est qu'effectivement, c'est toujours le même son. Il est absolument reproductible. Alors, il est utilisé, ce petit appareil, dans de très nombreuses espèces, pour n'en citer que 2, le chien et les dauphins. Et il est en vente dans toutes les animaleries. On peut aussi utiliser un mot, mais toujours le même, bien sûr. Donc ça peut être le mot oui, ça peut être le mot bien, ça peut être le mot brave, ça peut être le mot que vous voulez, du moment qu'il a toujours la même intonation, de façon à ce que le cheval le reconnaisse en tant que tel. Et ça peut être aussi éventuellement un contact, comme par exemple une caresse. Et ce stimulus neutre va devenir pour le cheval un renforcement secondaire quand il sera associé au stimulus inconditionnel. Pour créer l'association au niveau du cerveau du cheval, il faut la répéter un grand nombre de fois sans rien faire d'autre. Et ensuite, diapo suivante, on pourra la mettre en place dans le cadre d'un conditionnement opérant ou conditionnement instrumental. Et ceci afin de demander au cheval de réaliser un comportement et on fera des rappels du stimulus inconditionnel régulièrement. Alors cette phrase-là, elle peut paraître un peu compliquée, mais donc je vous l'explique en dessous avec des détails. Donc dans un premier temps, donc, on va délivrer le signal, par exemple on serre les jambes pour faire avancer le cheval avance et immédiatement on récompense en faisant clicker plus récompense, c'est-à-dire nourriture. Et ça on va le faire un certain nombre de fois. Ensuite progressivement, on pourra alterner distribution de récompense ou non-distribution de récompense, et on pourra espacer les récompenses. Après, on pourra récompenser une fois sur 2, ensuite une fois sur 3. Donc voilà, je vous montre avec le pointeur. Voilà. Voilà. On récompense à chaque fois, on récompense une fois sur 2, on récompense une fois sur 3. Ensuite, alors ça n'a pas encore été démontré scientifiquement, c'est très utilisé sur le terrain, il semble que ça marche. Et en fait,
très utilisé sur le terrain, il semble que ça marche. Qui est d'aller toucher une cible. Donc la cible, vous allez voir, c'est un petit objet bleu. Et quand le cheval a touché la cible, il va y avoir cliqueur et récompense. On y va. Ah non, alors excusez-moi, je me suis trompée. Voilà, c'est cette vidéo-là. Voilà, il touche la cible, cliqueur et récompense. Alors là, en fait, il veut lui fouiller dans les poches, donc il faut qu'il aille chercher la main qui donne la récompense. Voilà. Il touche à nouveau la cible, cliqueur et récompense. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer sur une vidéo d'un cheval monté. Donc en fait, là, l'objectif, c'est d'arrêter le cheval, de faire quelques pas de reculer et de le récompenser avec le mot « oui » et la récompense. Oui. Et récompense. Voilà. Donc, en fait, vous voyez qu'on peut tout à fait utiliser au choix les différents types de renforcement secondaire. Après, voilà, c'est en fonction du choix du cavalier. Le cliqueur, c'est peut-être plus facile à utiliser lors du travail à pied. Les mots, peut-être plus facile à utiliser lors du travail monté. Mais bon, voilà, ça, c'est un choix personnel. Diapo suivante. Alors, donc la recherche nous a apporté des nouvelles connaissances sur ce renforcement secondaire. Tout d'abord, la réponse va s'éteindre si on ne fait pas de rappel. Mais ça ne veut pas forcément dire que la réponse va maintenir si on continue les rappels. Effectivement, sur le terrain, il semble que ça marche bien, mais ça n'a pas encore été démontré scientifiquement. Alors, dans l'expérience en question, il s'agissait donc d'associer le mot bien avec de la nourriture. Et l'exercice, il fallait que donc le cheval touche un cône, voilà, que vous avez ici. Et en fait, lors du renforcement secondaire, donc les chercheurs ont utilisé le mot bien seul et non plus utilisé de rappel avec la nourriture. Et en fait, le mot bien n'a pas été mieux que rien du tout. Donc effectivement, là, la réponse est 1 s'il n'y a plus de rappel. Ensuite, le deuxième résultat intéressant, c'est que la nourriture est un stimulus inconditionnel efficace. Donc il y a d'autres stimulus inconditionnels qui sont certainement efficaces. Si vous donnez à boire à un cheval qui est assoiffé, il est certain que ce sera efficace. Mais là, en l'occurrence, donc les chercheurs ont testé cliqueur plus nourriture, cliqueur plus grattage de garrot ou cliqueur plus rien. Dans l'exercice, il s'agissait également de toucher un cône en le montrant du doigt et en disant le mot touche. Et en fait, le résultat, c'est que la nourriture donne de meilleurs résultats que le grattage au garrot ou rien du tout. Diapo suivante, ça marche.
Génial. Alors ensuite, autre résultat sur le renforcement secondaire, quel est le délai entre le clic et la récompense? Donc là, les chercheurs ont testé immédiatement versus récompense 10 secondes après le clic ou 20 secondes après le clic. Et en fait, c'est immédiatement qui donne le meilleur résultat. Ah, ça marche, diapo suivante. Diapo suivante. Donc maintenant, on va aborder les effets du stress sur les capacités d'apprentissage. Donc ça, ce sont des travaux de thèse qui ont été menés dans notre équipe, donc par Mathilde Valenchon. Donc d'une façon générale, sauf quelques cas particuliers où on est à la limite du stress, le stress va altérer la performance des chevaux. Donc là, on est dans un dispositif expérimental où on va tester dans un premier temps la mémoire de travail. Donc la mémoire de travail, vous avez la définition en bas, c'est la capacité de se rappeler un événement pendant un certain délai au cours duquel il n'est plus présent et à réaliser le comportement approprié. Donc là, en l'occurrence, on a un cheval qui est tenu en main par un expérimentateur et il y a deux seaux de part et d'autre de l'expérimentateur et l'expérimentateur, il va jeter une poignée d'aliments dans le seau gauche ou dans le seau droit. Donc le cheval le voit très bien, mais il va lâcher le cheval dans un délai allant de 0 à 20 secondes après avoir mis la nourriture dans le seau droit et dans le seau gauche. Et en fait, l'objectif, c'est de savoir au bout de combien de temps le cheval se rappelle dans quel seau la nourriture a été déposée. Donc en fait, dans cette expérimentation-là, donc les temps c'était de 0 à 20 secondes, et bien les chevaux ont réussi jusqu'à 20 secondes. Donc la durée moyenne de la mémoire de travail, elle est au moins de 20 secondes. Mais elle diminue quand le délai augmente. C'est-à-dire que à 0 secondes, on a de très bonnes performances, et puis on en a un petit peu moins bonnes au bout de 20 secondes. Par contre, si on applique un stress avant ce test, c'est-à-dire qu'on va par exemple soumettre le cheval à un bruit, ou lui montrer un objet nouveau, ou faire un test de soudaineté, eh bien on a une diminution de la performance. C'est-à-dire que cette mémoire de travail qui était de 20 secondes, elle passe à une durée moyenne de 12 secondes. Donc ça, c'est hyper capital dans les apprentissages, parce qu'il va savoir, ça veut dire qu'entre deux actions, on doit être le plus rapide possible, c'est-à-dire entre, par exemple, le comportement réalisé par le cheval et la session, ou le comportement et la récompense, ou le clic et la récompense, ou voir le comportement et la punition. Donc, plus c'est vite fait, en fait, plus ce sera efficace. Diapo suivante. Alors maintenant, sur le conditionnement instrumental, on a également des effets délétères du stress d'une façon générale. Donc là, il s'agit d'une autre expérimentation qui a été également réalisée dans notre équipe, où en fait, le cheval était mis dans un compartiment central, donc que je vous montre ici, et on lui demandait en pointant du doigt d'aller soit dans le compartiment droit, soit dans le compartiment gauche. Et là, en fait, les compartiments, ils sont séparés par des petites barres qui sont à quelques centimètres du sol. Voilà. Et ça a été fait soit en renforcement négatif, en stimulant avec un stick, soit en renforcement positif avec de la nourriture. Et bien en fait, en cas de stress, la performance va diminuer, mais elle diminue moins sous renforcement négatif. Donc ça, c'est valable lors de l'acquisition, c'est-à-dire lors du premier apprentissage. Lorsque l'on réalise à nouveau cet apprentissage un certain nombre de jours après, ce qu'on appelle la réacquisition. Donc là, en l'occurrence, c'était 8 jours après et l'apprentissage, c'était toucher un cône en renforcement positif. Sans stress, on a une augmentation de la performance, c'est-à-dire que entre les deux apprentissages, les animaux ont encore appris sans qu'ils l'aient effectué réellement. Par contre, après un stress, la performance n'est pas améliorée. Diapo suivante. Alors maintenant, les interactions entre tempérament, stress et apprentissage. Donc ça, ce sont également des travaux qui ont été réalisés dans notre équipe. En fait, ce qui est ressorti de ces expérimentations, c'est que la personnalité émotive ou peureuse, ou le tempérament émotif ou peureux, entre en interaction donc avec le stress et les capacités d'apprentissage. À la fois sur la mémoire de travail et lors d'apprentissage instrumental. Alors sur la mémoire de travail, donc quand on applique un stress avant le test,
donc de mémoire de travail, celui que je vous ai montré avec les sauts. Donc la mémoire de travail qui était de 12 secondes chez les chevaux non peureux, mais en fait chez le cheval peureux, plus le cheval est peureux, plus la performance va diminuer. Et lors d'apprentissage instrumental, c'est la même chose, qu'on soit en renforcement positif ou négatif. Donc déjà chez le cheval peureux, sans stress, voilà. Chez le cheval peureux sans stress, lorsqu'il s'agit de travailler en renforcement positif, bon là en l'occurrence l'expérimentation c'était toucher un cône, voilà, les plus peureux ont une performance moindre en renforcement positif qu'en renforcement négatif. Et alors quand on applique un stress, voilà, en renforcement, même en renforcement négatif, là la performance des chevaux peureux va diminuer. Et c'est la même chose pour le renforcement positif. Diapo suivante. Mais être émotif, ça présente aussi des avantages. Donc ça, c'était peut-être un peu inattendu dans ces expérimentations. Voilà, sur la mémoire de travail comme lors d'apprentissage instrumental. Donc en fait, sur la mémoire de travail, lors de la distribution de nourriture, plus le cheval est peureux, plus la performance va être bonne. Alors qu'en cas de stress, c'est complètement différent. Et lors d'apprentissage instrumental, c'est la même chose. Essentiellement en renforcement négatif. Alors en renforcement négatif, le test c'était sauter une barre avec un petit signal auditif et un jet d'air. Donc les plus peureux augmentent leur performance. Et en renforcement négatif, avec le stick, quand il s'agissait d'entrer dans le compartiment, de la même façon, les plus peureux augmentent leur performance. Alors maintenant, dernière partie de la présentation, je vais vous parler des comportements automatiques. Alors pour expliquer ce que sont les comportements automatiques, on va passer à un exemple humain, la conduite d'un véhicule. Quand vous apprenez à conduire, en fait, chacun de vos comportements va être dirigé vers un but. Et vous réfléchissez à chaque fois. Je veux accélérer, j'appuie sur la pédale d'accélération. Je veux débrayer, j'appuie sur la pédale de l'embrayage. En fait, à chaque fois, il y a prise en compte du lien entre cause à effet et chaque action a une conséquence qui est mûrement réfléchie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une réponse flexible. Et elle demande beaucoup d'énergie et beaucoup de concentration. Et pendant ce temps-là, par exemple, il n'est pas possible d'écouter la radio. Par contre, quand vous savez conduire, au bout d'un certain nombre d'années, à force de répéter tous les jours de conduire, votre comportement va devenir automatique. C'est-à-dire que vous ne réfléchissez plus quand vous appuyez sur le frein ou quand vous appuyez sur l'accélérateur. Il n'y a plus prise en compte du lien de cause à effet. C'est ce qu'on appelle une réponse peu flexible. Ça vous demande peu d'énergie, peu de concentration. Là, vous pouvez très bien écouter la radio. Je vous donne un exemple qui vous est certainement déjà arrivé. Vous roulez sur une route, vous êtes fatigué, le soir vous revenez de votre travail, il fait nuit. Donc vous conduisez, puis à un moment vous vous dites « Ah mais tiens, je ne me rappelle plus avoir passé le stop à tel endroit ». En fait voilà, vous l'avez passé, vous avez certainement très bien fait au niveau du stop, enfin j'espère, mais vous ne vous en rappelez plus, en fait vous étiez sous conduite automatique. Alors les chevaux aussi ont des comportements automatiques, et ils sont en fait bien plus évidents chez les chevaux peureux. Là encore, on a une interaction entre le tempérament et en fait les apprentissages. Alors ça a été mis en évidence dans 3 types de protocoles. Un premier protocole où il s'agissait de toucher un cône en renforcement positif, qui était de la nourriture. Quand on arrête le renforcement, ce que je vous expliquais tout à l'heure, on ne donne plus de nourriture, on a extinction de la réponse, c'est-à-dire un cheval, en général, ne va plus répondre, on aura l'extinction. C'est la même chose pour toucher un cône en renforcement secondaire. Quand on supprime le stimulus inconditionnel, la nourriture en l'occurrence, on va avoir extinction. Même chose pour toucher un des 2 cônes montrés par l'expérimentateur en renforcement positif. Et on va dégrader la contingence. Alors, dégrader la contingence, c'est-à-dire qu'on ne va pas récompenser à bon escient. Normalement, quand on récompense un cheval en renforcement positif, on va récompenser à chaque bonne réponse. Et dégrader la contingence, ça veut dire qu'on va récompenser n'importe comment. C'est-à-dire on va récompenser quand il répond bien, et puis on va récompenser sans même lui avoir demandé de faire quelque chose. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle la dégradation de contingence, et ça va entraîner l'extinction. Eh bien, les chevaux peureux, dans ces 3 conditions-là, en fait, dans ces 3 types de protocoles, ils vont continuer à répondre
alors que normalement, le conditionnement aurait dû entraîner l'extinction des réponses. Alors, c'est bien ou c'est pas bien? On s'est d'abord demandé pourquoi. Ça venait d'où? C'est probablement un processus adaptatif. Et en fait, l'hypothèse proposée par les scientifiques, c'est que de ce fait, les chevaux, ils pourraient faire deux choses en même temps. Les sujets les plus peureux, ils pourraient quand même focaliser leur attention vers leur environnement afin de détecter d'éventuels dangers, mais pourraient quand même continuer leur activité en cours et notamment brouter, parce que bon, vous savez que les chevaux, ils mangent une quinzaine d'heures par jour dans les conditions naturelles, et donc là, en l'occurrence, c'est vrai qu'un peureux, s'il est tout le temps en alerte, il ne pourra plus manger. Et là, donc, peut-être que ces comportements automatiques peuvent leur permettre de faire les deux à la fois. Alors, avantage ou inconvénient pour l'équitation, ça pourrait être un atout, c'est-à-dire que en fait, le cheval continue de répondre même quand il n'y a plus de renforcement. Effectivement, ça peut permettre d'éviter de renforcement. Ça, en fait, voilà, ça va être un choix du cavalier. Comme le fait d'utiliser un cheval émotif, on a vu que les chevaux émotifs y répondaient mieux dans certaines conditions. Ça va dépendre aussi des compétences du cavalier, hein, être capable de gérer un cheval émotif ou un cheval qui a des comportements automatiques. L'autre chose intéressante, c'est que les chercheurs donc, ont mis en évidence une relation entre les comportements automatiques et les chevaux les plus actifs. Et il y aurait également un lien entre les chevaux les plus actifs et la proportion à réaliser des stéréotypies. Donc il y aurait peut-être un lien entre les comportements automatiques et les stéréotypies. Donc ça, c'est une question qui reste posée. Voilà, donc en conclusion de cette présentation, les 5 points qu'il faut retenir, c'est que pour être efficace, les principes d'apprentissage doivent être bien appliqués. Voilà, il y a 3 grands principes, c'est pas beaucoup, il suffit de bien les connaître, après de connaître les détails de leur application, et normalement ça devrait conduire à la réussite des apprentissages. On ne connaît pas encore toutes les bases physiologiques du mode d'action du renforcement secondaire. Bon, vous avez vu que, on a vu que quand on ne fait plus de rappel, ça ne marche plus. Par contre, on n'a pas démontré scientifiquement que ce renforcement secondaire a bien des bases physiologiques et marche réellement dans toutes les conditions. Ensuite, le stress altère les capacités d'apprentissage dans quasiment toutes les conditions. Donc, bien sûr, éviter de stresser les chevaux lorsqu'on réalise des apprentissages. Et donc, point important qui a été montré lors de la thèse, la personnalité module les capacités d'apprentissage. Donc, il y a d'autres traits de personnalité qui modulent les capacités d'apprentissage, comme la locomotion, comme l'effet des grégaires, mais c'est l'émotivité qui est la plus importante et qui doit donc être prise en compte. Et donc, ça débouche aussi sur le fait qu'il ne faut pas utiliser la peur dans les apprentissages. Et en fait, ce qu'il faut retenir, enfin, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personnalité. Chacun devra s'adapter à la personnalité de son cheval, voire choisir un cheval qui a la personnalité adaptée à sa propre compétence. Voilà, je vous remercie. Donc, je vous présente juste une petite diapo que vous pourrez retrouver quand vous téléchargerez l'application pour vous donner quelques infos pour aller en savoir plus sur ces sujets-là. Donc, tout d'abord, notre blog comportement bien-être sur lequel ma collègue et moi, on met régulièrement des infos sur l'actualité scientifique, les nouveaux articles qui sortent. Ensuite, 4 livres qui sont particulièrement intéressants sur ce sujet-là. Le livre publié l'année dernière par l'IFCE en 2017, sur le bien-être. Tout ce qu'il faut savoir sur le bien-être des chevaux à partir des connaissances scientifiques. Le livre publié par Léa Lansade, donc petit guide pratique sur les apprentissages, donc ça c'est la mise en pratique des apprentissages avec des exemples précis, détaillés. Le livre de Hélène Roche sur motiver son cheval, donc avec l'utilisation notamment de la cible et du clicker training donc dans les applications pratiques. Et enfin le livre de Michel-Antoine Leblanc sur comment pensent les chevaux, donc tout savoir sur la cognition du cheval avec des bases scientifiques. Voilà, donc maintenant je vous propose de poser vos questions. Donc a priori pour l'instant il n'y a pas de questions.